Bonjour et bienvenue dans l'espace intellectuel et apaisant du Philosophy Hub, notre café philosophique. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cette nouvelle session, une exploration approfondie où nous prenons véritablement le temps de décortiquer les mystères et je dirais même les contradictions de l'esprit humain. Bonjour, c'est toujours un privilège de partager cet espace de réflexion. Aujourd'hui, notre but est de plonger dans une réflexion fascinante qui a été initiée par le livre Look Again, qu'on pourrait traduire par Regarder à nouveau ou Dédramatiser, écrit par Thalie Charrotte et Cass Sunstein. Nous allons croiser cette œuvre avec diverses études sociologiques et économiques époustouflantes. Des études qui, disons-le d'emblée, bousculent pas mal de nos certitudes. Exactement. Et le thème central, le fil rouge de cette réflexion partagée, c'est l'accoutumance, ou l'habituation. En préparant cette session, une réalité m'a frappée de plein fouet. Le cerveau humain s'adapte absolument à tout, et cela à une vitesse vertigineuse. C'est presque un super pouvoir, mais un pouvoir qui exige un tribut particulièrement lourd. C'est exactement le paradoxe au cœur de notre nature, en fait. L'accoutumance est sans doute notre plus grande force de survie d'un point de vue évolutif. C'est cette mécanique psychologique invisible, ce bouclier qui permet à l'être humain de supporter un froid glacial, de traverser des deuils insoutenables ou de s'adapter à une adversité constante sans sombrer dans la folie. Un mécanisme de défense vital donc. Vital, absolument. Mais, dans le même souffle, cette immense force d'adaptation agit comme le voleur silencieux de nos joies quotidiennes. Notre mission, à travers cette réflexion partagée, est de comprendre les rouages intimes de nos habitudes. Nous devons déconstruire cette mécanique pour réapprendre à nous émerveiller, pour retrouver la texture, le relief de la vie, et surtout, pour trouver le courage moral de refuser ce qui est inacceptable, mais auquel nous nous sommes tragiquement habitués. Entrons d'emblée dans le vif du sujet avec ce que l'on appelle le paradoxe du plaisir. Spontanément, l'idée dominante est qu'une joie continue, ininterrompue, serait le but ultime de l'existence. Pourtant, la littérature scientifique soulève un constat qui, je l'avoue, m'a laissé perplexe. Vous pensez à l'étude sur les vacancies ? Oui, tout à fait. Même lors de vacances absolument idéales, le pic de plaisir chute de manière vertigineuse, très rapidement. Imaginons le scénario parfait. Une plage de sable fin, une eau cristalline, aucune responsabilité, une liberté totale. Eh bien, les données montrent que ce sentiment de bonheur absolu commence inexorablement à décliner après seulement 43 heures. Moins de 2 jours, Sam. 43 heures, oui. C'est le temps précis qu'il faut à notre machinerie neuronale pour considérer que le paradis est devenu la norme. Le plaisir continu, sans aucune friction, perd fatalement de sa saveur. Il devient la ligne de base et par conséquent, il devient invisible à nos propres capteurs émotionnels. C'est presque décevant de réaliser que notre cerveau sabote notre propre bonheur de cette façon. Extrêmement subtil de l'interruption. L'économiste Tibor Skitowski avait effleuré cette idée en conceptualisant la satisfaction intermittente. Si nous laissons la joie couler en continu, nos récepteurs s'engourdissent, tout comme nos yeux s'habituent à une lumière trop vive. Pour optimiser l'émerveillement, il faut avoir le courage de le fragmenter. Il faut créer intentionnellement des pauses, des silences, des manques artificiels. Donc c'est un peu contre-intuitif. Il faudrait par exemple s'éloigner de la plage paradisiaque pendant quelques heures, s'enfermer dans une pièce sombre, juste pour pouvoir apprécier la lumière du soleil à nouveau. C'est l'idée, effectivement. Il s'agit de devenir un entrepreneur de sa propre déshabituation. C'est une véritable ascèse du bonheur. En privant temporairement nos sens de ce qui leur procure du plaisir, nous réinitialisons notre capacité à ressentir la joie. C'est refuser la facilité de la satisfaction permanente. Cette mécanique de l'esprit nous mène directement à une autre découverte majeure, qui concerne cette fois la chronologie de la satisfaction à l'échelle d'une vie entière. La culture populaire véhicule souvent cette image d'Épinal d'une jeunesse rayonnante d'insouciance, suivie d'une vieillesse inévitablement triste et déclinante. Le fameux mythe du naufrage de la vieillesse. Voilà. Or, les vastes études internationales sur l'âge et la satisfaction révèlent une trajectoire tout à fait différente, la fameuse courbe en U. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le point le plus bas du bonheur humain, le moment où l'insatisfaction et le doute sont à leur comble, se situe globalement entre 47 et 62 ans.
avec quelques nuances géographiques bien sûr. Oui, cela varie légèrement selon le contexte économique des nations. Par exemple, ce creux survient plutôt dans des pays comme la Scandinavie et beaucoup plus tard en Russie. Mais ce vertige du milieu de vie est un phénomène presque universel. Je pense qu'il est fondamental, et même éminemment nécessaire, de s'arrêter un instant sur cette période si particulière de la quarantaine et de la cinquantaine. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être traversent en ce moment même cette vallée d'ombre, il faut entendre ceci avec la plus grande compassion. Cette souffrance est profondément valide. C'est important de le souligner, ce n'est pas juste une crise passagère sans fondement. Absolument pas. Ce sentiment tenace et lourd que la vie a perdu son éclat, cette sensation d'épuisement face à une routine qui semble nous écraser, ce n'est en aucun cas un échec personnel. C'est un creux naturel, biologique et psychologique. C'est le moment précis où l'esprit humain cherche douloureusement un nouvel équilibre entre l'acceptation de la souffrance et la poursuite du plaisir. Nos attentes de jeunesse se heurtent à la réalité de la finitude. La prise de conscience que le temps n'est pas infini. Exactement. Mais la promesse contenue dans cette courbe en U est d'une beauté extraordinaire. Après cette traversée du désert, la courbe remonte. La sérénité, la capacité d'émerveillement et la joie reviennent, souvent de manière beaucoup plus flamboyante et nuancée, entre 60 et 80 ans. C'est une véritable renaissance émotionnelle qui attend l'individu pour peu qu'il ait la patience et la douceur envers lui-même de traverser ce brouillard. C'est une perspective qui apporte un immense soulagement et qui déconstruit pas mal de mythes toxiques sur le vieillissement. Et pour rester sur cette quête du bonheur, abordons une question très pragmatique mise en lumière par les recherches. Comment allouer nos ressources, notre argent, pour maximiser cette joie sans tomber dans le piège de l'accoutumance ? Le vieux dilemme entre l'être et l'avoir. Tout à fait. Face à un budget donné, vaut-il mieux acquérir un bien matériel, comme un réfrigérateur dernier cri, une télévision immense ou une montre de luxe, ou bien s'offrir un billet pour un concert ou un voyage vers une destination inconnue? C'est le grand combat psychologique des objets contre les souvenirs. Un combat où l'expérience triomphe presque systématiquement, de manière écrasante d'ailleurs. L'adaptation hédonique détruit la valeur émotionnelle d'un objet infiniment plus vite que celle d'un souvenir. Les chercheurs en psychologie économique ont identifié 3 raisons profondes à cela. Premièrement, le lien social. Parce qu'une expérience se partage plus facilement. Exactement. Raconter un voyage, partager les péripéties d'une aventure, crée de la chaleur humaine, de l'empathie, une véritable connexion. À l'inverse, évoquer l'achat d'une montre hors de prix ou d'une voiture de luxe crée bien souvent un malaise social, une distance, voire une hostilité muette. Deuxièmement, la question de l'identité. Nos expériences finissent par s'intégrer à la structure même de notre être. Nous sommes nos souvenirs, en quelque sorte. Nous sommes les paysages que nous avons contemplés, les musiques qui nous ont fait vibrer, les personnes que nous avons rencontrées, beaucoup plus que nous ne sommes le nombre d'écrans plats possédés dans un salon. L'objet reste extérieur à nous, l'expérience nous constitue de l'intérieur. Et la troisième raison est peut-être la plus redoutable pour notre société de consommation. C'est l'absence de comparaison directe. Les objets matériels sont par nature une invitation immédiate à la jalousie et à la comparaison. Si quelqu'un achète une énorme télévision, la satisfaction sera détruite le jour où le voisin achètera un modèle encore plus grand. C'est une course perdue d'avance. C'est l'escalade perpétuelle. Mais une expérience, contempler des aurores boréales dans le froid glacial islandais ou simplement se perdre lors d'une promenade dans les ruelles d'une ville étrangère, c'est absolument unique, subjectif et totalement inencassable. Personne ne peut dire que son aurore boréale était meilleure que la vôtre. C'est très juste. D'ailleurs, les psychologues soulignent également un phénomène fascinant qu'ils appellent la surprise négative. Imaginons qu'un objet coûteux tombe en panne. Le lave-vaisselle dernier cri fuit et inonde la cuisine. Cela génère une rancœur tenace, un sentiment d'injustice froide et agaçante qui persiste à chaque fois que vous regardez la machine. Oui, on se sent trahi par l'objet. En revanche, un voyage qui se déroule mal, un train raté sous une pluie battante au milieu de nulle part, une réservation d'hôtel perdue. Sur le moment, c'est évidemment désagréable. Mais avec le temps, le cerveau humain transforme cette frustration en une anecdote amusante. Cela devient une aventure romanesque que l'on racontera lors des dîners. Le matériel déçoit implacablement, alors que l'immatériel, lui, se romance avec le temps. Ce qui nous amène à un autre remède spectaculaire contre l'accoutumance au confort matériel, le pouvoir du don.
Il y a cette fameuse expérience des 5 $ qui illustre cela à merveille. Dans nos sources, l'étude demande à des individus de dépenser 5 $ par jour pendant 5 jours consécutifs, exclusivement pour eux-mêmes. Cela peut être pour s'acheter un café au lait ou une pâtisserie chaque matin. Une petite routine de plaisir égoïste. Voilà, et au bout du 5e jour, le constat est sans appel. L'acte est devenu d'un ennui mortel, le café n'a plus aucune saveur émotionnelle, l'accoutumance a fait son œuvre, la joie s'est évaporée. Mais la magie opère lorsque l'on modifie la consigne. Si l'on demande à ces mêmes individus de dépenser ces 5 $ quotidiens pour quelqu'un d'autre, par exemple payer le café d'un collègue, faire un don à une association ou offrir une fleur à un inconnu, la joie ressentie demeure non seulement constante, mais étonnamment élevée, jour après jour. C'est incroyable que l'effet ne s'estompe pas. C'est parce que l'altruisme est une faille magnifique, un bug salvateur dans le système rigide de l'accoutumance. L'esprit humain ne s'habitue pas, ou très difficilement, à la lumière qu'il parvient à allumer dans les yeux d'un autre être humain. Donner est une source de renouvellement intérieur perpétuel. C'est un antidote puissant contre l'usure de notre propre confort. C'est une transition parfaite vers la dynamique humaine qui est probablement la plus complexe et la plus sujette à l'accoutumance, la relation de couple. L'amour n'échappe pas à cet étouffement par l'habitude. Pour l'expliquer, j'aimerais convoquer une métaphore brillante issue de nos recherches, celle de la thérapeute Esther Perel. Une métaphore géographique très parlante en effet. Elle explique que l'amour commence dans l'effervescence éblouissante de Paris, en France. C'est l'excitation, les lumières, le romantisme exacerbé, le frisson de l'inconnu. Et puis, au fil des mois, des années, le couple s'habitue à sa propre dynamique, s'installe dans un confort prévisible et finit inévitablement par atterrir à Paris, mais dans l'Idaho. Une petite bourgade américaine, très calme, avec un champ de pommes de terre, une seule église, une rue principale, et plus le moindre frisson à l'horizon. La chute de la tour Eiffel au champ de patates est cruelle, hein. C'est une image cruelle, oui, mais d'une pertinence redoutable pour décrire le cycle des relations à long terme. C'est le drame de l'intimité absolue qui finit par dévorer l'altérité. Dans les premiers temps de la passion amoureuse, il y a ce que les chercheurs appellent très poétiquement la poussière de fée ou la pixie dust, en référence directe à la magie de Peter Pan. Cette impression que l'autre est magique, inaccessible. C'est exactement cela. C'est cette part de mystère, d'inaccessibilité chez l'autre qui donne la sensation enivrante de voler. Mais lorsque la proximité remplace la découverte, lorsqu'il n'y a littéralement plus rien à cacher, plus aucun mystère, le partenaire cesse d'être un paysage à explorer. Il devient un meuble familier dans le salon de notre psyché. La tragédie de l'amour moderne, c'est cette illusion que la transparence totale garantit le bonheur, alors qu'elle assèche souvent le désir. Alors, face à l'aridité de Paris dans l'Idaho, quel est le remède, Sam ? Les travaux que nous étudions suggèrent qu'il faut parfois savoir introduire de la distance pour mieux se voir, restaurer une part de jardin secret. Et c'est une philosophie qui s'applique non seulement au couple, mais aussi à la relation que nous entretenons avec notre propre corps et notre fatigue. La notion de retrait stratégique. Oui, il y a ce concept de la staycation, l'art de prendre des vacances sans bouger de chez soi. Mais attention, pas pour repeindre le salon, trier ses papiers ou ranger le garage. Il s'agit de se barricader, de faire le vide absolu, de ne rien faire d'autre que dormir, se nourrir et laisser le temps filer sans but. Et cette staycation est une véritable urgence moderne. Elle vient répondre à une forme d'accoutumance extrêmement pernicieuse et silencieuse, l'accoutumance à l'épuisement profond. Dans nos sociétés hyper productives, une proportion alarmante d'individus s'est habituée à vivre avec un niveau de fatigue chronique et ce fameux brouillard cérébral, le brain fog. Cette impression de ne jamais avoir les idées claires. C'est cette sensation cotonneuse, ce manque de clarté mentale permanent qui devient tristement la norme. Le niveau d'épuisement est tel que certaines personnes vont jusqu'à consulter des neurologues, persuadées d'être atteintes de maladies dégénératives graves, alors qu'elles souffrent simplement du poids d'une fatigue accumulée sur des dizaines d'années. S'arrêter totalement, imposer ce silence à la machine corporelle, c'est briser cette habitude mortifère de la performance.
c'est redécouvrir parfois avec le choc d'une révélation ce que signifie la sensation pure et simple d'être reposé. Et justement, puisqu'il faut savoir briser l'inertie pour retrouver la vitalité de l'esprit, c'est le moment idéal pour inviter ceux qui nous écoutent à soutenir la mission de notre café philosophique. Si cette exploration approfondie éveille des questionnements en vous, si elle nourrit votre réflexion intellectuelle, nous vous invitons chaleureusement à l'aimer et à partager cette session autour de vous. C'est grâce à ces échanges et à cette curiosité collective que notre espace de pensée continue de s'enrichir et d'exister. Le partage désintéressé des idées est la forme la plus noble de l'exploration humaine. J'encourage vivement notre public à cultiver cette curiosité. Continuons donc notre propre exploration de la curiosité. Les données analytiques nous offrent une étude captivante sur nos comportements numériques, notamment sur la façon dont nous naviguons sur une encyclopédie en ligne comme Wikipédia. L'étude distingue deux grands profils face à la connaissance. D'un côté, les chasseurs. Ceux qui traquent une information spécifique. Exactement. Ce sont des individus qui s'emparent d'un sujet unique et creusent avec une profondeur quasi obsessionnelle, fouillant chaque note de bas de page. Le modèle cité dans les recherches est celui de Warren Buffett, connu pour cette approche focalisée. Et de l'autre côté, nous avons les explorateurs. Ceux-là cliquent frénétiquement d'un hyperlien à un autre, commençant leur lecture sur la physique quantique pour atterrir 30 minutes plus tard sur la chronologie du mouvement MeToo, dans une arborescence imprévisible semblable à la pensée de Bill Gates. Ce qui rend cette observation cruciale du point de vue de la psychologie, c'est la différence d'accoutumance entre ces deux groupes. Les données révèlent que les explorateurs, ceux qui papillonnent constamment d'un univers sémantique à l'autre, s'habituent en réalité beaucoup plus vite à la nouveauté. Paradoxalement, leur cerveau, constamment stimulé par des chocs thématiques, développe une tolérance à l'ennui extrêmement faible. La nouveauté permanente devient une drogue qui perd son effet presque instantanément. Ils ont besoin d'une dose toujours plus forte de diversité pour ne pas s'ennuyer. C'est le piège de la dispersion. Les chasseurs, à l'inverse, trouvent un renouvellement infini, une fraîcheur constante dans la profondeur de l'expertise, dans la nuance du détail. La profondeur protège de l'ennui bien mieux que la largeur superficielle. C'est vertigineux de réaliser à quel point nos modes de consommation de l'information façonnent la structure même de notre patience. Mais la paralysie guette parfois notre existence au-delà de la curiosité intellectuelle, dans nos choix de vie les plus intimes. Cela m'amène à l'une des expériences les plus sidérantes de notre dossier, l'expérience du lancer de pièces, menée par l'économiste Steven Levitt. Une étude qui en dit long sur notre terreur du changement. Imaginons un instant le protocole. Plus de 22 000 personnes confrontées à des dilemmes majeurs et angoissants. Dois-je entamer une procédure de divorce ? Dois-je démissionner de mon emploi actuel ? Dois-je tout risquer pour lancer mon entreprise ? Ces individus, littéralement pétrifiés par l'indécision, ont accepté de leur plein gré de confier leur destin à un site internet qui simulait le lancer d'une pièce de monnaie pour prendre la décision à leur place. Pile, je divorce, face, je reste. C'est le symbole absolu de l'abdication du libre arbitre face au vertige, à l'angoisse abyssale du choix. Mais les résultats de cette expérience sont d'une richesse philosophique inouïe. Environ un quart des participants ont eu le courage, ou peut-être la folie, d'obéir aveuglement au verdict de la pièce. Or, les suivis à long terme montrent une réalité implacable. Les individus qui ont été poussés par la pièce à agir, ceux dont le lancer a dicté de quitter le partenaire, de démissionner, de rompre le statu quo, se sont révélés statistiquement significativement plus heureux plusieurs mois après. Comparé à ceux qui n'ont rien changé ? Absolument. Comparé à ceux que la pièce a confortés dans l'inertie et le maintien de leur situation initiale. Cela nous enseigne une vérité douloureuse sur la psychologie humaine, l'immense danger du statu quo. Nous restons enracinés dans des situations misérables, des relations toxiques ou des emplois vides de sens, simplement par terreur du vide et de l'inconnu. L'habitude de la souffrance nous rassure plus que l'incertitude du changement. C'est glaçant. On préfère un malheur connu à un bonheur incertain. C'est le drame intrinsèque de la condition humaine, ce que les philosophes appellent les réalités contrefactuelles. Dans le laboratoire de nos vies personnelles, il n'y a pas de groupe de contrôle. Nous ne saurons jamais ce qui se serait passé sur l'autre chemin. Dans l'opacité totale de l'avenir, l'action audacieuse reste bien souvent la seule lame capable de trancher le brouillard de l'indécision. Trancher le brouillard et oser regarder en face les réalités auxquelles nous nous sommes trop bien adaptés.
Et parfois, cette accoutumance prend la forme d'une ingratitude terrifiante envers notre propre époque. Les auteurs mentionnent un autre ouvrage, Randomistas, pour nous rappeler à quel point notre confort nous a rendus aveugles au miracle absolu du progrès humain. Laissez-moi vous partager l'anecdote historique sur le scorbut. Une période sombre de l'histoire maritime? Les chiffres donnent froid dans le dos. Cette maladie carentielle a tué plus de 2 millions de marins au fil des siècles. C'est une hécatombe inouïe. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 72 fois plus de morts que toutes les victimes des batailles navales de la même époque réunies. Les empires perdaient des flottes entières, les hommes mouraient dans des souffrances atroces, et tout cela alors que la solution se trouvait littéralement dans un simple citron. Une vulgaire dose de vitamine C suffisait à éradiquer cette horreur. Un remède si simple pour une tragédie si vaste. Aujourd'hui, nous avons totalement oublié l'existence de telles tragédies. Nous avons oublié la terreur mondiale de la polio, nous avons oublié ce qu'étaient les amputations et les opérations chirurgicales à vif, sans la moindre anesthésie. L'humanité s'est tellement habituée aux miracles de la médecine et de la survie que ces acquis prodigieux sont devenus transparents. Résultat, nous épuisons notre énergie mentale à nous plaindre de la lenteur du réseau Wi-Fi. C'est une pathologie de l'abondance. L'accoutumance génère une forme de cécité morale et d'ingratitude chronique envers l'histoire de l'ingéniosité humaine. Mais si la réflexion s'arrêtait là, ce serait trop simple et presque moralisateur. Car attention, si nous nous sommes adaptés au miracle salvateur, nous nous sommes, avec la même passivité, habitués à de nouveaux poisons systémiques. L'analyse détaillée de l'introduction du réseau social Facebook dans les universités américaines en est la preuve flagrante. Une étude qui quantifie enfin ce qu'on ressentait tous intuitivement. En croisant les données médicales des centres de soins étudiants et les dates de déploiement de la plateforme Campus par Campus, les chercheurs ont réussi à quantifier l'impact exact de ce réseau sur la santé mentale. Et la conclusion est foudroyante. L'arrivée de Facebook a généré une détérioration psychologique dont l'impact équivalait à 22% du chagrin lié à la perte soudaine de son propre emploi. 22% du deuil d'un emploi, c'est massif. Une baisse de la santé mentale mesurable, palpable, documentée. Pour aller plus loin, une autre expérience économique a payé des utilisateurs 102 $ en échange de la désactivation totale de leur compte Facebook pendant un mois complet. 102 $ pour se déconnecter du flux. Et quels ont été les résultats émotionnels de ce sevrage artificiel ? Une véritable résurrection de l'humeur. Les participants ont rapporté une augmentation de leur bonheur subjectif qui, mesuré en termes économiques, pour faire une comparaison, équivalait à une hausse de salaire de 30 000 $ annuels, sans compter une diminution drastique de leur polarisation politique et de leur agressivité sociale globale. 30 000 $ de bonheur en plus, simplement en éteignant une application ? Et c'est ici que la tragédie de l'habitude se referme sur nous comme un piège. À la fin de cette expérience d'un mois, alors même qu'ils avaient conscience de se sentir infiniment mieux, de dormir mieux, 90% de ces individus ont réactivé leur compte. Ils sont retournés volontairement dans la cage. Échanger l'équivalent de 30 000 $ de bonheur contre le droit de reprendre un défilement infini et anxiogène sur un écran, c'est glaçant. Cela démontre une servitude volontaire effrayante. Et cette force de l'habitude ne se contente pas de détruire notre temps, elle s'attaque aussi à notre intégrité, glissant sur le terrain dangereux de la corruption morale. Les chercheurs illustrent cela avec l'étude fascinante sur les mères espagnoles. Une étude sur l'honnêteté en politique. Un vaste programme. Le protocole était le suivant. On a demandé à ces élus de jeter une pièce de monnaie en privé et de déclarer eux-mêmes le résultat pour obtenir une récompense financière s'ils obtenaient face. En toute logique statistique, sur un grand échantillon, le résultat devrait tendre vers 50% de face et 50% de pile. Or, 68% d'entre eux ont officiellement déclaré avoir obtenu face. Ce que les auteurs démontrent brillamment, c'est que l'accoutumance à la triche commence toujours par de minuscules transgressions invisibles. Absolument. La neuroplasticité de notre cerveau s'adapte remarquablement bien au mensonge. Le cortex préfrontal, qui déclenche l'alarme morale et génère la culpabilité lors du tout premier mensonge, finit pour s'anesthésier si la transgression est répétée. C'est le syndrome de la pente glissante. Le livre étudie des cas de fraude monumentale pour illustrer cela. Comme l'histoire de cette fausse blogueuse. Oui, cette blogueuse devenue célèbre en s'inventant de toutes pièces un cancer incurable pour vendre des guides de bien-être. Ou encore le scandale inouï de Theranos et sa fondatrice Elizabeth Holmes, qui a trompé la planète entière sur une technologie médicale de tests sanguins totalement inexistante.
Il faut comprendre que ces personnes ne se sont pas réveillées un beau matin avec un plan machiavélique de fraude mondiale en tête. L'intention de départ n'était pas de devenir un monstre de mensonges. Elles ont commencé par enjoliver la réalité de 5%. Le cerveau s'y est habitué. L'alarme morale s'est tue car le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Le mensonge suivant passe à 10%, et ainsi de suite jusqu'à la rupture totale avec la réalité. Et ce mécanisme cognitif opère aussi à l'échelle des masses. C'est ce qu'on appelle l'illusion de vérité. Le fait que la répétition crée la vérité. Répéter inlassablement une information fausse la rend familière aux oreilles du public. Et tragiquement, la machinerie du cerveau humain confond presque toujours la familiarité avec la véracité. C'est pourquoi une proposition philosophique émerge aujourd'hui pour restructurer nos environnements numériques. Séparer le fameux bouton « j'aime », qui ne fait que flatter nos émotions primaires, et notre appartenance tribale, d'un potentiel bouton « vrai » ou « confiance » qui obligerait l'utilisateur à engager sa rationalité et sa responsabilité intellectuelle avant d'amplifier la désinformation. C'est une idée brillante. Obliger le cerveau à sortir du mode pilote automatique, émotionnel, pour réactiver l'esprit critique. Alors, pour la dernière section de cette exploration au sein de notre café philosophique, penchons-nous sur les méthodes concrètes pour briser ces automatismes, pour faire jaillir la créativité en détruisant nos coquilles de certitude. Les recherches démontrent que le simple fait de briser la routine spatiale ou géographique provoque des étincelles d'intelligence. Vivre à l'étranger, par exemple, améliore considérablement la capacité à résoudre des problèmes complexes. L'éloignement physique crée une flexibilité cognitive. Les psychologues s'appuient sur la célèbre énigme de la bougie de Dunker pour le prouver. Imaginons la scène. On place un individu devant une table. Sur cette table, il y a une bougie, une boîte en carton remplie de punaises et des allumettes. La consigne est de fixer la bougie au mur sans que la cire ne coule sur la table ou le sol en fondant. La plupart des gens s'acharnent à essayer de punaiser la bougie directement au mur, ce qui échoue inévitablement. Car le cerveau est bloqué par ce qu'on appelle la fixité fonctionnelle. Uniquement comme un simple contenant à punaises. L'individu qui a voyagé, qui a brisé ses routines mentales en s'exposant à d'autres cultures, parviendra beaucoup plus vite à voir la solution. Il suffit de vider la boîte, de punaiser la boîte vide au mur et de s'en servir comme d'un chandelier pour y poser la bougie. La friction de la nouveauté force l'esprit à contourner les impasses de l'habitude. Et cette nécessité de briser le moule va jusqu'à des actes physiologiques extrêmement simples. Alterner entre la position assise prolongée et une simple marche active déclenche au niveau neurologique un pic d'intensité créative très net, mesurable sur des fenêtres d'environ 6 minutes. Le mouvement du corps force littéralement le mouvement de la pensée. Mais l'urgence de la rupture va bien au-delà de l'optimisation de la créativité. C'est une question de sécurité vitale, notamment face à l'accoutumance au risque. Comment l'habitude peut-elle nous mettre physiquement en danger ? Prenons un événement historique sidérant, survenu en Suède en 1967. Ce jour-là, baptisé le Dagen-H, le pays entier est passé de la conduite à gauche à la conduite à droite, du jour au lendemain. Les autorités craignaient une hécatombe sans précédent sur les routes, une multiplication des collisions frontales. Or, c'est l'exact inverse qui s'est produit. Les accidents mortels ont drastiquement baissé au cours des semaines suivantes. C'est fascinant. Comment explique-t-on cela ? Parce que la terreur absolue de la nouveauté a pulvérisé l'habitude de l'inattention. Les conducteurs étaient dans un état d'hypervigilance, les mains crispées sur le volant, parfaitement conscients du danger et de leur environnement. Cela mène à un constat très déstabilisant dressé par les chercheurs. Paradoxalement, un chirurgien brillant qui n'a commis aucune erreur depuis 10 ans est statistiquement plus dangereux dans une salle d'opération qu'un chirurgien qui a fait une petite erreur réparable le mois précédent. Le premier opère sous l'anesthésie dangereuse de l'habitude du succès. Sa perception du risque est endormie. Le second, piqué au vif, a vu son alarme de vigilance brutalement réinitialisée. C'est un renversement de perspective absolument fascinant sur la notion d'expertise et de danger. L'excès de confiance est l'enfant terrible de l'accoutumance. Et pour clore cette réflexion de la plus belle des manières, il faut parler des mythes paresseux que nous utilisons pour justifier notre propre léthargie. Nos sources s'attaquent au célèbre mythe de la grenouille ébouillantée. Un mythe que l'on entend dans toutes les conférences de développement personnel. On
On a tous entendu cette parabole. Si l'on plonge une grenouille dans l'eau froide et que l'on fait monter la température de l'eau très doucement, très progressivement, on raconte que l'animal s'y habitue, s'endort et finit par mourir ébouillanté sans opposer la moindre résistance. Eh bien, d'un point de vue purement biologique, c'est un mensonge absolu. Les biologistes ont vérifié. Une vraie grenouille sent le danger de l'eau qui chauffe de manière graduelle et elle saute vigoureusement hors de la casserole dès que la température atteint les 25 degrés. Elle ne se laisse jamais mourir par complaisance. Et d'un point de vue purement biologique, c'est un mensonge absolu. On vient de le dire, d'un point de vue physique, détermine pour l'hydrure de son onde thermique jusqu'à ce que l'on ne plus se porter sur lui, eh bien, selon les contrôles scientifiques, ce n'est pas possible, ou en tout cas, il faudrait des millions d'années. C'est une métaphore fondatrice qu'il faut urgemment déconstruire. Car nous utilisons sans cesse ce faux mythe biologique pour justifier notre propre lâcheté intellectuelle et sociale. Nous déclarons pompeusement que l'humanité est comme cette grenouille, incapable de réagir face à des dangers insidieux et lents, comme le réchauffement climatique, la perte de sens au travail ou l'érosion insidieuse de nos libertés démocratiques. Comme si c'était une fatalité biologique de ne rien faire. Voilà. Mais la nature même de la grenouille nous prouve le contraire. Il est temps de cesser de nous cacher derrière de fausses paraboles pour excuser notre apathie collective. Nous possédons inscrit au plus profond de notre code génétique et de notre conscience la force et la capacité réflexe de sauter de la casserole bien avant l'ébullition. Quelle réflexion magistrale pour tenter de synthétiser l'immense richesse de tout ce que nous avons traversé aujourd'hui. Nous pourrions conclure que l'accoutumance est un formidable outil de survie, un bouclier biologique sans lequel l'humanité n'aurait pas traversé les âges. Mais si l'esprit n'exerce pas une vigilance constante, ce bouclier protecteur se fige et devient une prison de verre, nous coupant du monde et de nous-mêmes. Une armure qui finit par nous étouffer. C'est à nous, par des actes conscients, d'avoir le courage de savoir quand et comment interrompre la douceur de notre propre confort. Que ce soit en fragmentant nos joies, en privilégiant l'immatériel de l'expérience sur l'objet, en introduisant de la distance salvatrice dans nos relations, ou même en s'en remettant à l'inconnu d'un lancer de pièces pour rompre le statu quo. C'est ce travail philosophique permanent de déshabituation qui permet de maintenir vivante la flamme de notre créativité, l'acuité de notre bonheur et par-dessus tout notre exigence éthique. C'est un résumé parfaitement ciselé. Et pour clore ce moment passé ensemble, j'aimerais proposer à ceux qui nous écoutent une ultime réflexion. Une idée à emporter et à laisser mûrir dans l'intimité de l'esprit. Au regard de tout ce que nous avons décortiqué sur les mécanismes de l'accoutumance, posons-nous cette question fondamentalement provocatrice. Et si l'épidémie moderne d'anxiété, de vide et de perte de sens à laquelle nous faisons face ne découlait pas du fait que le monde irait prétendument plus mal, mais précisément du fait que l'individu contemporain s'est beaucoup trop habitué à la perfection lisse de ses filets de sécurité technologique et matérielle. Et si de manière totalement paradoxale, pour notre quête incessante de confort, la psyché humaine avait en réalité un besoin organique, un besoin vital et absolu, de petites doses d'imprévisibilité, de risques tangibles et de frictions inconfortables pour pouvoir tout simplement ressentir le poids, la texture et la valeur de sa propre existence. Un silence qui en dit long s'impose face à une telle interrogation. Merci infiniment pour cette lumière apportée aujourd'hui. Et à bientôt au cœur du Philosophie Hub pour une nouvelle exploration de la pensée.